arrive aussi. C'est voilà, j'ai connu des blacks français qui n'avaient aucun rythme, mais c'est parce qu'ils sont devenus français. Cette musique qui me vient de loin, parce qu'effectivement, je suis une vieille dame qui est née pendant la guerre, en Orient, à Alep. Malheureusement, ma ville natale est complètement déchirée en ce moment, et ça me fend le cœur. Voilà, fille d'un officier français et d'une maman orientale, turque. Et bien sûr, comme tous les officiers français, nous nous sommes retrouvés. J'ai une sœur qui est née à Beyrouth, moi je suis née à Alep, une autre est née à Damas, et mon frère est né à Bouaké, en Côte d'Ivoire. J'ai ramené de ce pays des rythmes, des souvenirs, des fièvres aussi. Voilà, donc j'ai connu cette Afrique-là, où Bouaké, il y avait encore des cases. C'était un grand village, il y avait des maisons aussi modernes, mais il y avait aussi des cases. Et on avait des ordonnances, notamment un qui s'appelait Coco et qui avait un grand amour pour nous, qui nous a protégés, même aussi de notre père, qui était un peu spécial. Et voilà. Et j'ai gardé le souvenir de lui toute la nuit, assis devant notre porte, avec son long corps formé un N qui disait non, non, on n'entre pas dans cette chambre, je la protège. C'était notre gardien. Voilà, ça c'est des souvenirs intimes. Après, nous sommes arrivés à Marseille, qui nous a recueillis. Une ville cosmopolite, la porte de l'Orient. Et on a vécu là toute notre enfance. Et notre père est parti en Indochine. Et il est revenu quelques années après avec des demi-frères et sœurs indochinois, des bébés. Et puis il y a eu un drame dans notre famille. Et il est parti en Algérie après, avec cette famille. Je raccourcis parce que bien sûr les choses ont été plus longues et plus détaillées, mais... Donc nous, on avait connu l'Algérie enfant, on était passé très vite, Square Bresson, voilà, donc on a habité par là quelques jours et puis avant de partir en Afrique, donc j'avais un petit souvenir, mais j'étais très jeune. Et là, Alger, bien sûr. Et là, mon père était donc retourné en Algérie, faire cette guerre d'Algérie, et malheureusement, il n'était pas quelqu'un de très sympathique parce qu'il était dans le renseignement et la torture, comme tous les officiers français de cette époque, dans les années 57 par là. Ça a commencé en 54, je pense, avec ce qu'on appelait les événements. On n'appelait pas encore ça la guerre. Et puis, un jour, cette femme vietnamienne avec qui il vivait est partie avec son fils et il a laissé 2 petites filles là-bas. Et il a demandé à ma sœur aînée de venir l'aider parce qu'il était tout le temps en guerre ailleurs et il ne s'occupait pas des enfants. Donc elle a eu le courage d'aller, ma sœur aînée, jusque là-bas. Elle a fait l'école de la Chifa pour arriver à Médéa et elle a retrouvé ces 2 petites filles qui étaient dans un état déplorable. Elle les a lavées, elle leur a fait la cuisine et elle est sortie sur un marché pour leur acheter des petites robes, quelque chose. Et là, un jeune homme les a attrapées, les a tirées dans une rue, comme ça, un jeune maghrébin, un jeune, je ne sais pas, médéan, je ne sais pas comment on dit. Algérien. Et il y a eu une explosion à ce moment-là sur le marché, et elle a vu des horreurs, quoi. Elle a vu vraiment des restes humains mélangés au pastèque. Et ce jeune homme les avait sauvés, en fait. Et il leur a dit, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là? Elle leur a dit, mais je suis la fille du capitaine. Et elle dit, mais vous ne pouvez pas rester là. D'abord, votre père est pas plutôt haï dans le coin. C'est très dangereux pour vous. Et il a recueilli ma sœur aînée et ses 2 petites vietnamiennes dans sa famille. Dans sa famille, elles sont restées là, gardées, couvées. Elle allait quelquefois dans la maison de mon père, mais elles étaient là tout le temps. Elles dormaient avec les filles, entourées par les filles. Alors que les garçons aînés avaient été torturés par mon père, dont un avait été resté dans l'eau glacée d'un lac pendant plusieurs jours, comme ça, à titre préventif. Et
quand elle est revenue avec les deux petites filles à Marseille, j'étais complètement éblouie par cette famille qui avait fait la différence entre un humain et un autre, même si c'était l'enfant d'eux. Et en plus, elle est revenue avec des valises remplies de gâteaux, de présents. Alors, on a longtemps communiqué avec cette famille. Maintenant, bien sûr, le temps a passé, on ne sait plus très bien. Mais voilà, pour moi, l'Algérie, c'est cette famille. C'était Papon. Les gens n'étaient pas très contents quand, dans les événements de mai 68, on disait CRS égale SS, mais c'était pas si loin que ça, parce que Papon était encore là, quoi. C'est les années 60, Papon a fait ce crime incroyable, et que le président Hollande ait reconnu ça, c'est la moindre des choses. Mais il y a plus que ça à reconnaître, que ce soit l'Algérie, l'Afrique, en général, l'Occident a énormément de responsabilités contre ce continent qui est le plus beau et le plus riche, le plus varié, et qu'on a maintenu dans une espèce d'obscurantisme, d'illettrisme, de pauvreté, et toutes les richesses, elles sont où? Voilà, elles sont entre les mains de toujours les mêmes, hein, de petits groupes de gens dans la planète entière, c'est comme ça, qui ramassent énormément pendant que les autres survivent plus ou moins mal. Voilà, ma maman était fille d'un bey turc, et elle et ses sœurs avaient suivi et eu des études. C'était très moderne la Turquie à l'époque. Il ne faut pas oublier que les femmes turques ont eu le droit de vote avant les Françaises, et tout le monde allait faire des licences, étudier très tard. Voilà, c'était un homme merveilleux, Atatürk. Il a quand même fait des choses extraordinaires. Et un de mes oncles, mon oncle, le frère de ma mère, avait été, comment je pourrais appeler ça, percepteur peut-être, s'occuper des enfants, des arrière-petits-enfants de l'émir Abdelkader à Nice, puisque c'est là que se retrouvait le clan familial des Abdelkader. Et il est tombé amoureux d'une femme très très belle qui s'appelait Zola, et qui était destinée à Farouk d'ailleurs, mais lui il l'a enlevée, il l'a épousée, voilà, et plus tard la famille a quand même accepté cette relation. Au début elle l'a rejetée, et j'ai comme ça des cousins germains qui sont descendants arrière-petit-fils d'Abdelkader. Ça me déchire complètement. Je ne comprends pas qu'il y ait ça à l'intérieur de l'humain. L'humain, je ne sais pas qui l'a fabriqué, Dieu, qu'est-ce, mais je crois que je crois, et je continue à espérer de croire. Mais cette espèce de vanité suprême de ne pas vouloir décoller ses fesses d'un trône, quel qu'il soit, pour, je sais pas, et laisser mourir des tas de gens, sans faire quelques réformes. Quelques réformes, c'était pas grand-chose pour redonner la modernité qu'avait la Syrie à une époque. C'était pas grand-chose, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi on tue des enfants? Ça, je ne le supporte absolument pas. Je comprends pas cette maladie, cette malveillance, cette violence qui habite les humains. En plus, ils détruisent des choses magnifiques comme le souk d'Alep, qui est le plus beau, le plus ancien du monde. Comme à la Révolution française, ils ont détruit des choses magnifiques. Ça, voilà. Ça me dépasse, ça me déchire. Les premières voix et les premières langues que j'ai entendues, c'est le turc sophistiqué avec sa musique d'Asie mineure, tellement mélancolique. C'est l'arabe littéraire, chaud, ronronnant, intime et tellement tendre. C'est des langues magnifiques, et des mélopées comme ça, mélancoliques, et ces rythmes qui vous prennent. Et puis après, c'était l'Afrique avec ces transes
ces trans qu'on entendait toute la nuit, quelquefois, pas loin, on n'était pas loin de Boaké, où il y avait des fêtes magnifiques, et ces tam-tams, alors que nous, on était dans des délires, on avait nos crises de paludisme, tout ça c'est ancré en moi, dans ma chair, et voilà, c'est pour ça que ma musique est tellement étrange, et puis l'opéra, le classique, bien sûr, donc tout ça s'est mélangé, et fait ma fête musicalement. C'est pour ça que je ne veux pas me lobotomiser d'aucune de ces influences et ne pas faire des petites chansons consensuelles, mignonnes, tout ça. C'est impossible pour moi. Alors, quand ce sont des gens qui viennent récemment d'Afrique, parmi mes élèves, j'en ai bien sûr, ils ont encore ce sens de la répétition, cette pulsion tellurique comme ça, qui est incroyable. Il arrive aussi que j'en ai qui sont là depuis tellement de générations, qui dansent comme des biscottes et qui sont incolores et inodores. Ça arrive aussi. Voilà, j'ai connu des blacks français qui n'avaient aucun rythme, mais c'est parce qu'ils sont devenus français complètement jusque-là, quoi. Sinon, il y a cette vibration dans la voix qu'on retrouve dans les petites chansons R&B, ce vibrer dans la voix des Maghrébins qui est merveilleux, qui est brillant, qui est passionnel, qui donne le frisson, qu'on retrouve aussi dans le flamenco, et ça me trouble beaucoup. Moi, je suis partante d'aller dans un pays maghrébin pour faire une classe de chant et participer à un genre de télécrochet, parce que le peu que j'ai entendu, il y a des voix tellement magnifiques, et puis je m'approcherai des professeurs maghrébins qui vont m'apprendre des choses, parce que moi j'ai une technique, même si il m'arrive de chanter en turc ou en arabe, je suis quand même une Française qui chante en turc et en arabe, et j'apprendrai aussi beaucoup de ces endroits-là. L'Afrique, plus loin, je ne sais pas si ma santé supportera la chaleur, si je ne vais pas me retrouver avec des crises de paludisme. Voilà, mais pourquoi pas la Méditerranée, oui. Oui, je serais ravie d'aller m'enrichir et de donner tout ce que je peux donner, de rencontrer ces voix magnifiques avec ces vibratos tellement mystérieux, tellement prenants. Et c'est rythmique aussi, c'est rythmique. Et la beauté de ces pays tellement beaux, et que, voilà, je souhaite qu'on ne les abîme plus, qu'on les montre, qu'on en profite. Ce sont des paradis terrestres. Merci Armande Altaï. Merci.